Alors, je vous remercie d'être venus nombreux ce soir pour assister à notre table ronde sur la différenciation pédagogique et en particulier sur cet ouvrage, Différencier sa pédagogie, 19 expériences pratiques, dont il va être question ce soir, ainsi que du projet dont il est le point d'orgue et dont il sera également question assez rapidement. Nous avons réuni trois personnes pour en parler. À ma gauche, Marie Toulec, qui est maîtresse de conférences en didactique comparée au Centre de recherche en éducation de l'Université de Nantes et à l'INSPE. Donc Marie, vous avez apporté le soutien et l'éclairage de la recherche dans ce projet et dans cet ouvrage que vous avez coordonné. À ma droite, je ne me suis pas trompée, Delphine Mangeot, vous êtes coordinatrice éducation et société de Réseau Canopé Grand Est. Vous avez été la coordinatrice de ce projet qui porte un nom, c'est le projet de formation, action, recherche et production, et qui a donné lieu à cet ouvrage. Et Valérie Vanache, vous êtes professeure de lettres au Collège des Trois Pays d'Egenheim dans le Haut-Rhin. Valérie, vous avez expérimenté dans votre classe des dispositifs et des pratiques de différenciation. Vous les avez exposés dans l'ouvrage et vous pourrez nous en parler ce soir. Et puis moi-même, Isabelle Frances, je suis la responsable éditoriale à Réseau Canopé Grand Est également, et j'ai suivi le projet d'ouvrage que nous avons pu éditer. Je suis chargée d'animer cette table ronde ce soir. Nous sommes ensemble pour 1h30 environ de table ronde. Suivra ensuite un temps informel d'échange d'une demi-heure. On pourra échanger avec les trois intervenants. Vous pourrez poser les questions que vous n'avez pas posées avant, si jamais. Voilà. Simplement à savoir, Valérie Vanache devra partir un peu plus tôt. Elle partira à 19h15. Nous n'avons pas prévu de temps spécifique pour les questions, pas forcément en fin de table ronde, mis à part ce temps informel. Donc surtout, ne vous censurez pas, posez les questions quand elles vous viennent, levez la main, je viendrai à votre rencontre et je vous tendrai le micro, que je ne pourrai pas vous laisser à cause du Covid, je vous tendrai simplement. Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on fera des pauses régulières pour vous donner la parole également en cas de questions. Voilà, vous avez remarqué là, voilà, ça y est de toute façon, je pense, en amont, nous filmons également donc cette table ronde. Peut-être, Marie Toulec, pouvons-nous commencer finalement en parlant un peu de l'origine de ce projet. Quelle est l'origine de ce projet? N'oubliez pas le micro. Ah oui. Alors, l'origine de ce projet, c'est une conférence de consensus qui a été faite par le CNESCO et l'IFE. Alors, le CNESCO a gardé le même sigle. Maintenant, c'est le Centre national d'études des systèmes scolaires. Et c'est un organisme qui, depuis déjà plusieurs années, met en place des conférences de consensus. Alors, c'est quoi ? C'est un moment avec des chercheurs. Donc, en mars 2017, il y a eu 18 communications de chercheurs internationaux et il y a un jury de connaisseurs qui a pour enjeu de rédiger des recommandations pour les enseignants. J'ai eu la chance d'être la présidente du jury. Et donc, nous étions 19, et à 19, nous avons été en mesure de produire ces recommandations qui sont finalement des synthèses de la recherche, et là, sur qu'est-ce que la recherche documente du point de vue de la différenciation pédagogique. Nous avons fait un écrit succinct, avec 22 recommandations. Ce qui est intéressant par le CNESCO, c'est que nous avions une équipe qui a tout mis en ligne. Donc, on peut y voir les communications des chercheurs, mais ils ont aussi rédigé des synthèses de leurs travaux. Et ensuite, il y a eu des conférences virtuelles qui ont été faites et qui sont aussi en ligne.
Donc là, finalement, il y a une grosse documentation sur la différenciation pédagogique. Et puis ensuite, bien, nous avons été interpellés par Canopé. Parce que, en fait, une conférence de consensus, ça signifie qu'il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire qu'on est à la recherche d'un consensus et que les éléments de la recherche sont là pour guider finalement cette recherche de consensus. Et pourtant, vous voyez bien que sur la différenciation pédagogique, ça fait des années qu'on en parle. C'était dans la loi dite loi Jospin de 1989, ça fait plus de 30 ans. Et aujourd'hui, on peut dire que, ou en tout cas au moment de la conférence de consensus, quelqu'un comme Benoît Galland, par exemple, a dit en fait, il n'y a pas de consensus sur cet objet. C'est-à-dire que la recherche documente un certain nombre de choses, mais ne peut pas documenter l'ensemble de la différenciation pédagogique, parce que c'est une idée, c'est une notion, c'est pas un concept, c'est extrêmement large. Et on s'est aperçu que, en tout cas avec Canopé Grand Est, que du point de vue des pratiques, finalement, il manquait des recherches empiriques. C'est-à-dire des recherches qui partent du terrain, qui montrent ce que le terrain fait et sait faire. Et voilà, c'était l'enjeu de l'ensemble du projet. Exactement. Alors justement, c'était le travail de Delphine Mangeot qui se met du gel sur les mains. Voilà. Donc Delphine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet, donc suite à cette conférence de consensus? Oui, donc le projet de formation-action que nous avons mis en place suite à cette conférence de consensus, c'est le fruit donc d'un partenariat entre Réseau Canopé, les 3 académies du Grand Est, et puis bien sûr le CNESCO. Et comme l'a dit Marie Toulek, l'enjeu c'était de demander à des enseignants de s'emparer de quelques recommandations issues de la conférence de consensus et de les mettre à l'épreuve du terrain, à l'épreuve de leur pratique et de leur classe. Alors ça s'est fait avec 3 équipes d'enseignants, une équipe dans chaque académie, donc une équipe dans le Haut-Rhin, avec Valérie notamment, une équipe en Moselle et une équipe dans la Haute-Marne. Voilà. Alors le côté innovant de cette formation-action a résidé dans plusieurs points. La première chose, c'est qu'on s'est donné le temps et c'est très important de voir un temps long pour pouvoir faire une formation, et on a eu la chance d'avoir 2 ans, d'avoir pu engager, grâce à tous les partenariats et notamment grâce à l'institution, d'avoir pu engager les enseignants dans un temps de formation qui a duré 2 ans. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que 2 ans, ça laisse le temps de tester, ça laisse le temps d'échanger entre pairs, de se rencontrer, de rencontrer aussi des tiers, j'en parlerai tout à l'heure, d'analyser sa pratique et puis de la faire aussi évoluer. Et puis, vous avez vu, il a fallu écrire aussi, donc ça aussi, ça demande du temps. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment important dans cette formation-action. La deuxième chose, c'est qu'on a réuni autour des enseignants une communauté éducative large et variée, et cette communauté ne s'est pas séparée jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on a accompagné, que ce soit donc des inspecteurs, que ce soit des conseillers pédagogiques, mais aussi 12 médiateurs Canopé qui ont été formés à l'accompagnement, à l'analyse des pratiques, et puis bien sûr des chercheurs et des chercheuses, on en a eu plusieurs avec nous. Donc il y a eu une grande communauté qui a vécu et qui a fait évoluer le projet, puisqu'on avait le temps avec ces 2 années. Troisième chose aussi innovante, c'est que c'est un projet qui a été accompagné, c'est-à-dire que les enseignants ont été accompagnés du début jusqu'à la fin. Ils ont été accompagnés d'abord par les médiateurs Canopé qui étaient là à tous les regroupements, qui étaient là aussi pour permettre et favoriser l'accès aux résultats de la recherche quand la recherche en a, et puis aussi à favoriser des regroupements, faire des conférences par exemple. Mais il y a eu aussi un accompagnement par la recherche, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on a eu la chance d'avoir avec nous Marie Toulek du début jusqu'à la fin de ces 2 années pour accompagner notamment à la relecture
et à des commentaires sur les textes qui avaient été écrits. L'accompagnement, donc, il est toujours fait par un tiers. Et puis on a eu, donc je continue, une articulation recherche-terrain qui a été notre grande idée en fait dans cette formation. Tout a toujours été articulé entre la recherche et le terrain. C'est ce qui se passe avec cette table ronde et c'est ce qui s'est passé aussi dans l'ouvrage. Donc pendant ces 2 années, on a pu mettre au point des rendez-vous et des échanges sur mesure entre des équipes et des chercheurs qui avaient travaillé sur les fameuses recommandations qui avaient été choisies. Donc dans le Haut-Rhin, les enseignants avaient fait le choix de travailler sur la coopération. Et donc, les enseignants ont pu avoir un échange à partir de leur pratique avec Céline Bux de l'Université de Genève. Dans la Haute-Marne, ils ont travaillé sur l'explicitation dans le cadre de la différenciation et ils ont eu la possibilité de travailler avec Dominique Bucheton. Et puis en Moselle, les enseignants avaient fait le choix de travailler sur la table d'appui et donc ils ont été accompagnés par Alexia Forget de l'Université de Genève aussi et comme je l'ai dit, Marie Toulek tout le temps. Et puis dernier point, et ça c'est très important, dès le départ la visée finale était annoncée, c'était d'écrire sa pratique et d'écrire un ouvrage collectif. Valérie en reparlera de cette expérience, mais c'est très important aussi s'engager à écrire sa pratique pour la transmettre. Ça a fait aussi certainement l'intérêt de cette formation Action. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, donc on en arrive effectivement à l'écriture de l'ouvrage que je me permets de présenter très rapidement. On a conçu l'ouvrage finalement comme le projet, comme cette table ronde, à partir de la pratique. C'est la partie 2 de l'ouvrage, vous le feuilletterez si vous le souhaitez à la fin de cette table ronde. La pratique de ces enseignants, de ces 22 enseignants, ça a donné 19 fiches pratiques, vraiment. Des fiches pratiques qui sont accompagnées à chaque fois de l'historique, c'est d'où partait l'enseignant, comment il s'y est pris pour entrer finalement dans la différenciation, puis la fiche pratique. Et en partie 1, Marie Toulek a bien voulu rédiger l'apport de la recherche, l'éclairage de la recherche et les apports scientifiques. Voilà. Donc c'est ce que vous trouverez dans l'ouvrage. Dans la partie 2, donc plus pratique, on a repris tout simplement les 3 groupes du projet, c'est-à-dire d'abord la coopération, puis l'explicitation, puis la table d'appui. Voilà. Je pense qu'on n'ira pas plus loin sur l'ouvrage en lui-même, vous le feuilletterez encore une fois. Je pense qu'on a le temps pour quelques questions si vous en avez déjà. N'hésitez pas. La table d'appui, vous pouvez préciser? Alors, on en reparlera. Voilà, oui, alors on en reparlera tout à l'heure de la table d'appui. On vous dira ce que c'est, quels sont ses objectifs, pas de souci. D'autres questions? Pas spécialement. Bon, on peut peut-être poursuivre dans ce cas-là. Alors, on a conçu cette table ronde à partir de la pratique. Donc, on va laisser la parole à Valérie, puisque Valérie donc, était dans le groupe coopération. Elle a mis en place dans sa classe des pratiques coopératives. Elle va pouvoir nous en parler. Je pense qu'on va aussi, un peu plus tard dans la table ronde, évoquer des questions que se posent finalement tous les enseignants qui veulent différencier leur enseignement. Des questions donc, du type, par exemple, est-ce que je dois individualiser mon enseignement pour différencier? Est-ce que chacun doit pouvoir faire ce qu'il peut ou ce qu'il veut, chacun de mes élèves? Est-ce que je ne vais pas stigmatiser finalement les élèves de ma classe les plus en difficulté? Voilà, ce sont des grandes questions qu'on se pose tous finalement quand on veut différencier son enseignement et qu'on va s'attacher à traiter dans la table ronde. Voilà. Je laisse maintenant la parole à Valérie qui va nous dire un petit peu finalement quel a été son chemin dans les activités coopératives qu'elle a mises en place dans sa classe. D'accord. Donc j'ai donc intégré le groupe qui a travaillé sur la coopération et quand j'ai commencé la participation, en fait le groupe était déjà en place. Ils avaient déjà commencé à réfléchir, donc on m'a proposé de participer et j'ai tout de suite dit oui parce que d'une part je pratiquais déjà un petit peu la coopération dans ma classe depuis une petite dizaine d'années. Les tables dans ma salle de classe donc, sont en groupe de façon permanente, pas forcément les mêmes élèves aux mêmes places, mais ils sont toujours à 4 ou 3 ou parfois 5. Et j'avais des petites activités déjà, donc des rituels de début d'heure par exemple qu'ils faisaient en groupe.
ou surtout des corrections, hein, un travail d'entraînement qu'ils faisaient à plusieurs aussi. Donc ça, c'est des choses que j'avais déjà mis en place. Et donc quand on m'a proposé de participer, j'ai dit oui, parce que j'ai vraiment senti que la coopération, c'était une possibilité de différencier et qui apportait encore d'autres bénéfices pour moi et pour les élèves. Donc qu'est-ce que la participation à ce travail, à ce projet m'a apporté? Ben, j'ai pu développer, je ne dirais pas le contenu, parce que le contenu n'a pas changé, ça reste le cours de français habituel, mais ça m'a permis de vraiment d'affiner et d'être beaucoup plus explicite dans l'organisation de la coopération. Hein. Parce que mettre les élèves à 4 autour d'une table ne permet pas forcément de les faire coopérer dans le bon sens du terme. Hein. Ils peuvent se regarder tout simplement, ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire, mais sans qu'il y ait échange. Donc ça m'a permis vraiment d'organiser ça, de travailler donc sur l'entraide, ce que c'est que s'aider mutuellement, et également sur le vivre ensemble. Parce que ça, c'est vraiment mon objectif prioritaire. Je pense que notre école, elle s'est un petit peu perdue ces dernières années et qu'il faut qu'on apprenne aux enfants, effectivement, le vivre ensemble, se préparer à être citoyen, à prendre la parole et à participer donc au projet de société. Donc, dans l'ouvrage, en fait, je vous présente un petit aspect de la coopération qui est en fait tout simplement un travail où j'alterne le travail individuel, le temps collectif, le travail à deux, le travail de groupe. Et c'est un petit peu de cette façon-là que je travaille avec mes élèves. En gros, ils travaillent toujours d'abord individuellement, hein, il y a toujours d'abord une petite réflexion individuelle, et ensuite on a une alternance de travaux, soit à deux, soit à quatre, avec toujours un temps, une espèce d'introduction qui est un temps collectif, hein, où donc on est tous ensemble. Et de nouveau à la fin de l'heure, un petit temps collectif. Donc c'est en gros ça. Et c'est une matrice en fait qu'on peut après appliquer dans le français, donc on a plein de domaines, donc dans tous les domaines du français. Alors le bénéfice de cette pratique-là, maintenant j'en tire vraiment les fruits. Je trouve que moi j'ai tout de suite trouvé que la coopération était une bonne solution, enfin de mon point de vue personnel. Parce que je souffrais de plus en plus ces dernières années, là je pense depuis une petite dizaine d'années, de voir les élèves passifs devant moi, bien gentils, hein, mais l'esprit ailleurs, en train peut-être de s'échapper, je ne sais où, et moi de m'épuiser, mais avec un résultat nul quasiment à la fin. Hein. Donc les mettre à 4 autour d'une table, ben, c'est forcément démultiplier le temps d'exposition, on va dire, aux apprentissages et aux savoirs. Et l'élève qui serait resté en retrait, qui aurait fait en sorte qu'on l'oublie, ou alors qui aurait essayé de faire autre chose pour déranger ses copains, il est, on pourrait dire, happé par le travail. Hein. Il est forcément pris dans un petit cercle où il va pouvoir peut-être plus facilement, avec moins de gêne, quand même se mettre au travail, je trouve. Hein. Il y a ça. Et ensuite, pour moi, coopérer, c'est aussi pour le professeur une façon moins épuisante de différencier. Parce que la coopération entre élèves suppose vraiment que les élèves apprennent aussi à expliciter, à mettre des mots, à verbaliser leur démarche. Comment j'ai fait pour arriver à ce résultat-là? Parce qu'il faut que je l'explique à mes copains. Hein, si mes copains ne sont pas d'accord sur le résultat que j'ai trouvé, par exemple dans le cas de l'affiche, l'affiche que j'ai faite dans l'ouvrage Canopée, c'est un petit travail d'apprentissage de conjugaison. Donc comment je vais expliquer à mes 3 copains que pour moi ce résultat est juste. Donc il faut que je reprenne la démarche que j'ai utilisée pour y arriver. Et cette façon de verbaliser, donc ils sont à 4 autour d'une table, donc forcément ça permet à chacun d'arriver avec ce qu'il a compris, ce qu'il n'a peut-être pas compris, ce que les autres vont l'aider à comprendre. Et je trouve que c'est moins épuisant que de proposer à chacun une autre entrée. Et en même temps, moi, ça me permet d'être pas loin. Donc là, ça c'est plutôt un bénéfice pour moi. Hein. C'est que c'est un temps d'observation pour moi. Hein. Je les regarde. Je les regarde d'abord. En début d'année, il y a une grosse période durant laquelle il faut les regarder parce que de loin, on voit si un groupe fonctionne ou pas. Hein. On voit des gestes qui montrent que l'entente n'est pas là.
on voit des visages qui deviennent rouges parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc c'est des choses qu'on voit de loin. Et alors là, j'essaye de ne pas, j'apprends à ne pas intervenir tout de suite, donc je reste en retrait. Quand vraiment ça devient trop bruyant, bon, je fais un petit temps mort, hein, et je leur dis stop, on redémarre plus bas. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long terme aussi. Hein, il faut comprendre que ce n'est pas un apprentissage qui, voilà, aujourd'hui on a décidé que vous allez travailler en groupe et puis ce sera parfait tout de suite à la fin de l'heure. Donc pour le professeur, il faut apprendre à ronger son frein, il faut prendre un peu de recul. Et il faut accepter aussi, je dirais, l'erreur. Hein. J'ai aussi appris moi, parce que c'est une prise de risque pour le professeur aussi, hein, de les faire travailler en groupe. On lâche quand même un petit peu les rênes et on ne sait pas trop si la séance va marcher ou pas. Et ça m'arrive régulièrement que ça ne marche pas. Hein. Donc c'est tout à fait possible qu'effectivement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, là ça se chamaille, là il y en a un qui ne veut pas. Donc c'est là aussi qu'il y a une autre étape qui est importante dans le travail de groupe, c'est le moment où on en discute en fait. Alors ça prend 5 minutes, hein, pas plus, hein, mais à la fin d'un travail de groupe, on discute de ce travail de groupe. Et quand je vous parlais d'apprendre à organiser le travail de groupe, c'est tout ça. C'est le professeur qui change de posture, hein, qui se met un petit peu en retrait, qui observe, qui écoute. C'est les élèves qui deviennent plus acteurs de ce travail de groupe parce qu'ils vont eux-mêmes essayer de trouver des solutions. Bon, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Ben là, par exemple, sur la photo, vous avez une proposition qui a été faite par une classe, c'était il y a 2 ans, parce que justement, la parole ne tournait pas. Donc, ils avaient proposé de nommer des petits responsables par table et on avait fait des petits cartons. Donc, il y a un responsable de la parole. C'est celui qui donne la parole. Il y a un responsable du niveau sonore qui, de temps en temps, jette un coup d'œil sur moi. Si j'ai l'air de vouloir effectivement qu'il baisse un peu le son, ou de lui-même, il s'en rend compte qu'il faut qu'il baisse un peu le son. Et puis, il y a un responsable du temps, parce que j'utilise un time timer, donc les horloges qui marchent à l'envers, là, pour... Et donc, lui, il veille à ce que... Parce que ça aussi, c'est quelque chose, ils ont l'impression, les élèves, parfois, que bon, on n'a pas fini, ben, elle va nous laisser du temps. Hein, mais non, il y a un moment où il faut s'arrêter. Voilà. Je ne sais pas, je peux m'arrêter là. Non, c'était intéressant. Donc, pour résumer finalement les bénéfices des élèves, c'est finalement le fait que chacun devient acteur de son apprentissage. Oui. Chacun va forcément s'engager plus. Je trouve ça je m'en rends compte. Ça, c'est clair et net pour moi. Et c'est vraiment la chose qui pour moi était un peu douloureuse ces dernières années. On peut ouvrir aux questions. Ensuite, vous aurez l'éclairage de la recherche, c'est-à-dire que Marie Toulex s'exprimera en fait sur la pratique coopérative. Alors, je ne peux pas vous le laisser, hélas. Donc, peut-être qu'on va suffisamment m'entendre pour que alors, on peut essayer. Excusez-moi, mais j'ai une petite difficulté à comprendre en fait. Est-ce que c'est moi qui m'attendais à ce qu'on parle de pédagogie différenciée en classe par rapport aux élèves? Ou est-ce que, parce que il me semblait que c'est comme ça que vous avez introduit, et puis là, si je relis le titre, c'est différencier sa pédagogie. Et lorsqu'on vous donne la parole, vous parlez finalement de travail de groupe. J'ai du mal, si vous voulez, à faire le lien entre différencier sa pédagogie. C'est vrai qu'en classe, on est bien obligé d'avoir des temps de groupe, des temps collectifs. Donc ça, c'est plutôt une gestion de classe. Et si vous voulez, par rapport aux apprentissages, je ne vois pas la différence. C'est un mode d'organisation que vous soulignez, qu'on est bien amené à... C'est fini le temps où on est devant l'élève et où on apporte la connaissance. Donc, leur donner la parole, leur permettre de discuter en groupe, de refaire ensuite un recentrage. Donc, je ne vois pas exactement ce que en gros, pour résumer, hein, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Ce terme, comme vous l'avez dit, voilà. est tellement conceptuel on ne sait pas quoi y mettre dedans. Oui, donc en quoi, en l'occurrence, la coopération ou coopérer permet de différencier. Ce serait un peu pour résumer la question que vous posez. Différencier quoi? Notre pédagogie ou différencier ce que vont faire les élèves? Ce que vont faire les élèves, c'est-à-dire chaque élève avait un plan de travail différent? Non, pas du tout. Non. Voilà. Non. Là, ils travaillent vraiment ensemble et en fait, le but, c'est de permettre à chaque élève, quel que soit son niveau, hein, quel que soit ce qu'il a compris, le point où il en est, de travailler avec ses camarades
pour justement que tout le monde puisse avancer. Et je pense que celui qui effectivement est en difficulté va pouvoir se faire aider par ceux qui ont mieux compris, hein, ceux qui sont plus en avance. Et ceux qui sont plus en avance, eh ben, je crois que ça leur profite aussi d'avoir à expliquer aux autres. Hein. Tout le monde en tire un profit. C'est plutôt pour... moi, je vois la coopération comme un moyen de... Plutôt que d'apporter à chacun un plan de travail différent, effectivement, un exercice différent pour lui permettre d'avancer, c'est qu'entre eux, oui, c'est que par la coopération, c'est l'entraide, c'est l'aide, ouais, c'est l'aide qui doit permettre aux élèves de progresser. Autrement, parce que certainement quand même le travail, il y a des travaux, on va dire des apprentissages qui s'y prêtent plus ou moins. Donc, est-ce que... alors, la coopération, non, c'est quelque chose qui après se prête à tout, en fait. Hein. Donc, là, la fiche que j'ai proposée, ça me semblait une entrée simple aussi. C'est un travail d'entraînement, donc ils se mettent à deux pour se faire réviser, pour vérifier qu'ils ont compris. Donc, je pense pour démarrer dans la coopération, c'était quelque chose qui pouvait se faire. Mais après, le travail de groupe, la coopération, ça peut se faire en phase de découverte. Hein. Ça peut se faire aussi d'une autre manière, c'est-à-dire que chacun va apporter une partie du travail, si c'est un projet. Hein. Donc chacun, entre eux, ils vont se donner effectivement une part de travail à faire. C'est très, très... Il y a plein de façons de faire travailler ensemble les enfants. C'est pour ça que je dis, c'est une espèce de matrice qu'on peut après transposer dans plein d'activités en français. Et moi je trouve surtout, c'est que les élèves, ce que je trouve, c'est que les élèves sont plus actifs. C'est vraiment quelque chose qui moi, me conforte dans ce choix. Je ne reviendrai pas en arrière, quoi. Merci. En fait, ça pose, on va prendre votre question, hein, mais ça pose en fait effectivement d'emblée la définition de la différenciation pédagogique. Et c'est-à-dire que c'est un terme qui peut devenir très jargonesque. C'est-à-dire, on dit « Ah bah oui, je différencie », mais on différencie quoi? Pour qui? Pour faire quoi? Et alors, si on essaie de voir enfin, en tout cas, ce qui a été fait du point de vue scientifique sur ce terme-là de différenciation pédagogique, en fait, la différenciation pédagogique, quel est son but? Elle est de réduire les écarts, mais réduire les écarts en faisant progresser tous les élèves, et puis gérer surtout l'hétérogénéité. Et ça, c'est sans doute un problème flagrant, c'est-à-dire il y a une plus grande hétérogénéité aujourd'hui au sein des classes. Et donc, si je pars de chacun de mes élèves, le risque, c'est de penser que l'on va devoir proposer des situations très diverses parce que les élèves sont homogènes. Et là, vous voyez la complexité du travail, parce que ça serait envisager l'enseignement comme un enseignement relativement morcelé par rapport, grosso modo, à des niveaux d'élèves. Alors ça, par la recherche, c'est très documenté, c'est-à-dire que plus les groupes et les classes sont homogènes, et moins les élèves progressent. Donc oui, c'est un peu compliqué parce qu'on aimerait bien, en fait, finalement, faire des groupes d'élèves peu nombreux, avec des difficultés, et en se disant, c'est de cette manière-là qu'on va avoir plus de temps à leur consacrer, et ils vont plus progresser. Plus progresser. En fait, non. Le progrès des élèves se fait dans l'hétérogénéité. Et du coup, ce que vous a proposé Valérie, ce qu'elle décrit de ces pratiques, on est bien sur un enseignement collectif, avec des enjeux collectifs, ce qui est ressorti de manière très forte chez les chercheurs qui sont intervenus dans la conférence de consensus, c'est qu'il faut garder un niveau d'exigence. Et que c'est cette exigence qui va faire progresser les élèves. Alors, bien sûr, certains, on va avoir l'impression que, bien sûr, ils progressent, ils restent décalés, mais ils progressent. Et finalement, ce que montre Valérie, enfin, ce dont elle nous a fait part dans ses pratiques, c'est que
en amont, la séance est réfléchie par le professeur, elle est anticipée, pour permettre de rendre plus accessibles les apprentissages pour tous, et que certaines formes d'organisation, dans l'hétérogénéité des groupes, permet, c'est ce que vous nous dites, ça permet finalement, même aux élèves les plus décrochés, eh bien, d'être raccrochés finalement dans des dispositifs où ils sont plus engagés parce qu'on leur demande, il y a une nécessité quelque part bien, de participer. On leur donne les moyens de participer, mais il y a aussi l'exigence de la participation. Ce qui fait que c'est un enseignement coopératif, mais qui est très structuré. C'est parce que c'est anticipé. Et vous voyez, ben, là, dans l'image, effectivement, il y a des groupes, il y a des fonctions dans les groupes. Ils sont aussi, ils travaillent de cette manière-là très souvent. Donc, ils ont des habitudes, et que ces habitudes, ben, elles se construisent en fait. Voilà, je pense que vraiment, c'est une manière de penser l'enseignement pour tous avec différentes voies d'accès. Il me semble qu'il y a quelque chose là. Ah oui. Tout à fait. Il y avait encore quelques questions. Oui, allez-y. Ah oui, Alors, pardon. je ne peux pas vous laisser, mais je vous le tente. Bonjour, moi je suis professeure d'art plastique, donc je vois tout à fait le principe du travail collaboratif, de l'aménagement en classe, du travail de collaboration des élèves. On travaille énormément sur la verbalisation, on fait énormément de temps de pause, mais on ne travaille pas en séance, on travaille en séquence. Et on fait énormément de liens avec les autres matières, justement, qui parfois ne sont pas acquises, où les élèves ont des difficultés, par exemple en français ou dans une autre matière. Et le fait de pouvoir transposer dans une autre façon, dans un autre langage, en citoyen ou en EPI, permet, entre autres, justement, de leur permettre d'accepter les échanges, le rôle de chacun, de comprendre leur méthodologie, de comprendre aussi comment ils fonctionnent ensemble et comment tirer avantage des qualités des uns et des autres et comment se soutenir les uns les autres. Donc voilà, c'était juste dire, je comprends tout à fait que vous changerez pour rien du monde. Et Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. En tous les cas, du point de vue de la recherche, les pratiques coopératives sont relativement bien documentées. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas consensus de partout. Il y a des pans entiers qui ne sont pas prouvés non plus par la recherche. Les pratiques coopératives, en fait, par exemple, Céline Bux, la collègue de Genève, elle dit que eh bien, les pratiques coopératives, et c'est ce qu'on a entendu aussi dans le discours de Valérie, ça permet de varier les situations d'apprentissage et différencier, grosso modo, ça va aller très fort avec varier, varier les situations. Ça, il me semble qu'on a aussi entendu chez Valérie le fait qu'elle peut se rendre plus disponible pour certains élèves à certains moments. Parce que, vous voyez là, les élèves, ils sont au boulot. Et donc, ça permet justement d'avoir des interactions plus spécifiques. Et on sait que ce qui a été documenté, par exemple, c'est la qualité des feedbacks du professeur vers certains élèves, c'est-à-dire les retours que fait le professeur. Et à ce moment-là, il peut donc faire des retours beaucoup plus précis à certains élèves. Ça permet de garantir des objectifs communs. Ça aussi, c'est un autre point qui a été relevé dans les recommandations et qui a été un consensus du point de vue de la recherche, c'est-à-dire qu'on reste ambitieux pour tous. Et ça permet, bien, comme vous le disiez, des postures variées, l'explicitation par soi, par les élèves, et aussi une posture qui est importante du point de vue du professeur, c'est de pouvoir regarder, observer les élèves, les écouter, parce que comme ils interagissent, eh bien, on découvre des choses dans la boîte noire, sinon à laquelle on n'a pas accès quand ils travaillent tout seuls. Ça permet de les observer, de les accompagner avec ce qu'on dit souvent un étayage. Donc on est là, on va
consolider un peu, mais un désétayage, on se tient beaucoup plus en retrait. Et puis, il y a aussi, puisque c'est un apprentissage, c'est bien quand même une manière de faire qui est très structurée, ça permet aussi des institutionnalisations. Par institutionnalisation, j'entends, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris ça, et du coup, la parole, elle circule aussi beaucoup plus. Ces éléments-là sont effectivement documentés par la recherche. Il y a aussi, et là, bon, parce que voilà, c'était pas le propos là de Valérie, mais ce qui a été aussi documenté par la recherche, c'est le tutorat. Alors, on pourrait très bien, effectivement, faire travailler les élèves en groupe, mais aussi décider qu'à certains moments, il va y avoir des tuteurs et des tutorés. Alors, le tutorat, donc la documentation par la recherche, elle est assez précise. Ça fait progresser tous les tuteurs. Ah, vous allez me dire, ceux-là, bon, c'est pas très... oui, mais enfin, ceux-là, ils savent. Mais je trouve que c'est important de le savoir dans son métier, parce que souvent on se dit, oui, mais alors il est bon. Peut-être qu'on leur fait perdre leur temps. Et en fait, ces élèves qui sont tuteurs, parce qu'ils explicitent, parce qu'ils sont obligés finalement de trouver d'autres solutions, de pouvoir montrer, dire, faire, etc., eh bien, ça les fait tous progresser. Ça ne fait pas toujours progresser tous les tutorés. Alors, ça peut les faire progresser à certaines conditions. En tout cas, les travaux sur le tutorat ont montré qu'il faut une formation pour le tuteur. C'est-à-dire, on lui dit, non, il ne faut pas tout dire. Donc, mais ça, ces formations-là, on peut les faire dès l'école maternelle. Il y a un collègue, par exemple, qui travaille à Rennes 2 et qui fait sa thèse sur des élèves en situation de handicap à besoins éducatifs particuliers, scolarisés dans des classes maternelles. Eh bien, il a mis en place, au moment de sa thèse, un protocole de formation pour les élèves, pour qu'ils soient tuteurs de ces élèves qui présentent bien des grandes difficultés, voire parfois des retards conséquents. Et il montre en fait que ça fait progresser les élèves. Donc, en fait, ça peut être tenu même par des petits. Mais ça s'apprend, et puis il faut le faire régulièrement, que ce soit vraiment quelque chose qui fasse partie des apprentissages comme toute autre situation. Donc voilà, ces éléments-là sont documentés par la recherche. Merci. Alors, c'est vrai que Valérie, vous ne nous avez pas parlé de tutorat en tant que tel, mais vous avez parlé d'entraide. Oui. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot, finalement ? En fait, donc la formation de tuteur, effectivement, le tuteur institutionnel, celui qui va pouvoir se déplacer dans la classe et aider à la demande ceux qui ont effectivement une difficulté, je ne le fais pas, mais par contre, il y a quand même dans ma classe l'apprentissage de comment j'aide, effectivement, à quel moment je demande de l'aide, comment aider, ou que fait celui qui demande, que fait celui qui va aider. Donc ça, c'est quand même intégré par les élèves. Et comme mes élèves sont donc par 4, en fait, même quand ils sont en temps individuel ou en autonomie, donc chacun sur son travail, je demande toujours, quand une main se lève, qu'il pose d'abord la question aux 3 autres élèves. Je ne suis que la roue de secours, en fait. Donc je leur impose, au début c'est un petit peu long parce que les élèves ont très vite la main levée, donc je leur impose de poser d'abord la question aux 3 qui sont à côté d'eux avant de venir vers moi. Et quand je circule, alors je peux rester à côté, écouter, et en fait à un moment donné j'entends la réponse qui aurait été la mienne. Une fois sur 2, en fait ils ont la réponse à leur question. Donc là, ça leur permet aussi de voir qu'ils sont capables de construire le cours, qu'il n'y a pas toujours, que tout ne doit pas venir du professeur. Une question. Quand vous avez, je parle assez fort. Est-ce que tout le monde entend? Est-ce que vous m'entendez? Merci. Voilà. Quand vous avez des élèves 10 avec différents dysfonctionnements, est-ce que vous réalisez, même s'ils sont libres de se mettre dans le groupe, est-ce qu'il y en a certains que vous allez orienter plus vers un groupe qu'un autre? Alors pour la constitution des groupes, j'en parle. Alors mes tables, en fait, je les constitue en début d'année, comme j'ai un petit souci pour retenir les prénoms, en fait. J'ai un peu honte, mais en fait, je les place par ordre alphabétique, mais mixte.
donc filles-garçons. Et ensuite, les premières semaines, en gros, et ensuite quand je commence à les connaître, quand il y a eu les premières évaluations, je fais des groupes hétérogènes. Donc il y a un bon élève, un élève qui est pas loin d'être bon, enfin qui tient la route, et puis ensuite un élève en grosse difficulté, qui l'est plus ou moins, enfin, mais il faut que ce soit hétérogène. Je ne laisse pas des tables où il y a 4 élèves en difficulté et 4 très bons élèves à une autre table. Donc là, ils savent qu'il y aura effectivement éclatement des groupes. Donc le but, c'est mixte et hétérogène. Après, l'ordre alphabétique, on l'oublie. Dès le départ, vous prenez en fait les 10 en considération, vous les placez. Oui, oui. Bon, eux, de toute façon, plutôt près du tableau pour d'autres raisons. Mais ils vont être avec des tuteurs de table, qui vont. Ouais. Merci. Alors, ah oui. Alors, je vais passer là, excusez-moi. J'avais une question sur le niveau sonore que vous avez un petit peu évoqué, le niveau sonore. Oui. Parce que c'est quand même un obstacle à la coopération entre vos groupes. Ouais. Et vous disiez que vous aviez un responsable du son, alors ça m'intéressait. Oui. Vous pouvez développer un petit peu. Oh, c'est juste. Alors, ils sont censés chuchoter, mais c'est toujours très difficile pour eux. Avec le masque, c'est encore plus difficile maintenant. Donc, c'est celui qui, dans le groupe, quand il y en a un qui, souvent c'est quand il s'emporte un peu, qui veut avoir raison, donc c'est celui qui va demander à ses camarades, je le vois en général, je vois comment il agit. Et moi j'ai un petit carillon, alors il y a des heures où il sonne beaucoup le carillon et d'autres où il sonne un peu moins. Donc je n'élève pas la voix parce que ça va encore, c'est comme une spirale. Donc j'ai un petit carillon et du coup ça s'arrête. Puis il leur dit qu'il faudrait parler un peu moins fort. Alors, ce qu'on peut faire au début, c'est réduire le temps de travail de groupe. Je ne fais pas mais mon travail de groupe, le maximum, c'est un quart d'heure. C'est vraiment le grand maximum. Ce sera toujours entrecoupé de temps où ils sont de nouveau en individuel, ou alors on fait un échange, ou on fait une mise au point, ou une synthèse. Mais en tout cas, il faut attendre, il faut vraiment faire ça progressivement. Et là, par exemple, j'ai 4 classes. Je suis en français, donc j'ai 2 classes avec lesquelles ça marche déjà très bien. C'est ma classe de 3e parce que je les avais l'an dernier, c'est un peu de la triche. Et puis, ce sont mes 6e parce que eux, ils sont toujours partants. Mais avec mes 2 classes de 4e, c'est encore plus laborieux. Pour l'instant, c'est encore assez laborieux. Donc, on fait des temps de travail de groupe très, très réduits, mais on en fait souvent. Donc là c'est gérable. Il faut jouer sur la durée. Puis après, il faut faire des temps. Je pense que là, avec eux, je leur ai dit la dernière fois, je leur ai dit, écoutez, là, il faut qu'on discute parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Parce qu'ils travaillent. Je le vois, ils travaillent. Mais ils travaillent trop. Effectivement, ils parlent trop fort. Ça les gêne quand même, d'un groupe à l'autre. Mais je ne peux pas dire qu'ils ne travaillent pas. Mais ça fait partie effectivement des soucis du travail de groupe. Mais je préfère ça à la limite que un autre souci plus grave pour leurs apprentissages. Mais ça se gère. Moi, je pense qu'il faut essayer de réduire et puis régulièrement faire des pauses et reprendre un peu comme en maternelle. Donc, on est dans une classe de 6e, on est au collège. Toutes les compétences ne sont pas identiques. Là, j'ai l'impression que les groupes sont constitués à l'année. J'imagine qu'il y a des élèves qui peuvent être bons sur la lecture-compréhension et moins bons en grammaire, en analyse de la phrase, ou encore différents en termes de résultats en conjugaison. Restez-vous sur des groupes figés ou modélisez-vous vos groupes en fonction de la compétence visée? Non, les groupes sont variables. Ça, c'est important. Enfin, je trouve que c'est important parce que, comme je ne leur permets pas de se mettre avec les copains, parce que je pourrais les laisser se mettre avec ceux avec qui ils ont envie de travailler, donc je peux au moins leur offrir la possibilité, et je trouve que c'est important, que ça tourne dans l'année. Donc, en général, là, je suis sur 6 semaines. Ils savent qu'à la Toussaint, il y aura un petit changement dans les groupes, tout en essayant de maintenir la mixité et puis l'hétérogénéité. Mais ils savent qu'ils vont... Parce qu'en plus, j'essaie quand même de prévoir dans ma séquence un petit projet de groupe, toujours un petit travail à faire ensemble. Donc ça leur permet toutes les 6 semaines de travailler avec d'autres élèves. Je crois que c'est ça aussi l'apprentissage, parce qu'ils ont du mal à ne pas travailler avec les copains. C'est difficile de travailler avec quelqu'un avec lequel on n'est pas...
on n'a pas d'affinité pour eux à leur âge. Ouais. Et puis alors, ce que je peux rajouter, en fait, c'est que, en tout cas, ce qui est documenté par la recherche, mais ça depuis déjà fort longtemps, c'est des travaux nord-américains qui datent de 1980, de la fin des années 80, comme quelqu'un comme Slavin, par exemple, et qui montre, en fait, c'est montré que les groupes d'aptitude ne font pas progresser les élèves. Alors, ça ne signifie pas qu'on ne va pas en faire parfois. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire un regroupement d'élèves qui présentent des difficultés, mais c'est-à-dire que il va falloir les varier. Faire des groupes de besoins, et là on n'est pas sur des aptitudes, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous les faibles ensemble, tous les moyens ensemble, tous les forts ensemble. Ça, ces groupes d'aptitudes, ça ne fait pas progresser les élèves. Ça fait plus précisément progresser 5% des élèves. Donc ça n'en fait pas progresser 95%, ça fait progresser 5% des élèves les plus forts. Donc en fait l'idée c'est vraiment le groupe de besoins sur lequel vous faites allusion, c'est-à-dire à certains moments, eh bien, il y a certains élèves qui vont me présenter des difficultés, ils rencontrent des obstacles, et à ce moment-là, eh bien, je peux faire un groupe de besoins, mais qui est vraiment là par rapport à l'obstacle. Mais ça, vous voyez, c'est contre-intuitif, c'est-à-dire que dans certains collèges, par exemple, on va trouver des classes de 6e à petits effectifs, avec les élèves en difficulté. Ah ouais, en fait, ça ne contribue pas à ce qu'on a envie, à ce à quoi on a envie d'aboutir. Donc voilà, c'est bien en tous les cas le groupe d'aptitude, le fait de faire des groupes de niveau, ça ne fonctionne pas. Le groupe de besoins, oui. Donc parfois on va avoir des groupes hétérogènes, comme ce que nous montre Valérie. Parfois on va avoir aussi besoin de faire des groupes de besoins plus homogènes, mais par rapport à un obstacle qu'ils rencontrent, pas par rapport à la globalité des apprentissages. Et merci. Alors je crois qu'il y a encore une question. Oui. Juste sur la modalité, vous dites je ne mets pas ensemble des copains qui vont faire autre chose que travailler, alors qu'il me semble que si on avait la possibilité régulièrement, en tout cas je ne connais que le premier degré, si on avait la possibilité au premier degré de dire régulièrement, voilà, en français on va travailler telle compétence, ceux qui veulent travailler ensemble pour réussir vont se mettre ensemble à ce moment-là. Oui. Ensuite on passe à une séance d'art visuel, d'art plastique, d'histoire de l'art. Ceux qui ont envie de travailler ensemble pour réussir vont se mettre ensemble à ce moment-là. Je trouve que c'est un des critères possibles de la coopération, c'est-à-dire, vous le dites justement, dans une équipe, travail d'équipe, c'est bien, travail d'équipe à 15 dans une école. D'abord, on s'entend, on peut travailler éventuellement à 2, à 4, il me semble, et c'est peut-être un peu pareil chez les enfants qui ont encore plus d'aptitude à travailler ensemble, à être copains, quoi. Oui, non mais je suis pas du tout, je vais pas séparer ceux qui... Je ne cherche pas à séparer des amis, et ça m'arrive par exemple quand ils font une fois par an, je fais un EPI, là je leur laisse le choix, donc c'est pas que je ne veux pas qu'ils soient ensemble, mais je voudrais pas que ça les empêche de travailler quand ils ne sont pas avec, c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Mais je crois que dans le premier degré, effectivement les groupes, enfin de ce que j'ai vu des collègues qui ont travaillé avec moi dans le projet, on laisse beaucoup plus les enfants se mettre effectivement avec qui ils veulent pour travailler. Plus qu'en collège. Marie, vous voulez peut-être intervenir sur comment on constitue les groupes, peut-être. En fait, je vous ai dit qu'un des mots qui revient avec le terme de différenciation pédagogique, c'est la variation. Donc, en fait, il n'y a pas une réponse. C'est ce que dit Valérie, c'est-à-dire que parfois, on va être sur des groupes homogènes, parfois, on va être sur des groupes hétérogènes, parfois, on va être sur des binômes, parfois, on va effectivement travailler aussi tout seul. Parfois on va être par affinité et d'autres moments pas. Donc, alors je crois que c'est vraiment lié à ce que l'on veut faire apprendre aux élèves. Si on est sur une phase de recherche, vous voyez bien que si on est sur une phase de recherche avec des élèves qu'on a rassemblés parce qu'ils rencontrent des difficultés, eh bien c'est vous qui allez ramer. Parce qu'ils n'ont pas la solution, ils en sont même écartés, enfin, ils en sont peut-être loin.
Donc une phase de recherche, il vaut mieux que le groupe soit hétérogène. Peut-être qu'à une phase de réinvestissement ou d'entraînement, à ce moment-là, on peut composer un groupe plus homogène, de manière à pouvoir les soutenir plus dans leurs apprentissages. Mais vous voyez que l'organisation, elle n'est jamais une organisation pour une organisation, elle est une organisation par rapport à ce que l'on cherche à faire apprendre aux élèves et par rapport aussi à la temporalité de l'apprentissage. Et puis bien entendu, et c'est ce que dit Valérie aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est en travail à plusieurs, il y a des moments où on est sur un empan collectif, il y a des moments où on est sur des empans plus de travail individuel. C'est-à-dire que même dans toute classe coopérative, les gamins, ils ne travaillent pas tout le temps de manière coopérative. Vous voyez bien que cet enseignement, il est structuré. Si on reprend à l'origine de cette coopération les travaux de quelqu'un comme Célestin Freinet, les classes de Célestin Freinet n'étaient pas du tout des classes où les gamins allaient choisir ce qu'ils voulaient faire. C'était extrêmement structuré, avec un code neuf, avec le texte libre, avec l'imprimerie. Tout ça, c'était au cordeau. Donc, vous voyez qu'il ne faudrait pas penser que c'est voilà, où les gamins vont effectivement opérer des choix à la petite semaine. Alors ça a aussi été montré par des travaux, par exemple, de quelqu'un comme Benoît Galland à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Il a montré que les préférences des élèves, ça ne leur permet, enfin, ça n'apporte pas quelque chose du côté des progrès des élèves. Ça aussi, c'est contre-intuitif. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on va bien sûr les prendre tout le temps à rebrousse-poil, mais ça n'est pas le choix de l'élève qui est déterminant. Vous voyez bien qu'on l'entend bien dans ce que Valérie dit, c'est-à-dire que c'est anticipé, c'est planifié. Maintenant, en revanche, il y a une variété d'entrées dans la tâche qui est pensée par le professeur et qui permet aux élèves de mieux s'y retrouver et de ne pas se sentir isolés dans l'apprentissage. Mais tout ça est structuré. J'avais une autre question ici. Valérie, vous voulez intervenir Non, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à justement le groupe de besoins. En fait, un peu plus tard dans l'année, une fois que les élèves sont un peu plus autonomes, responsables de leur travail, et qu'on peut effectivement les laisser en autonomie, ce groupe de besoins, je le prends avec moi. Donc, par exemple, mes 2 quatrièmes, je ne le ferai pas encore. Mais en 3e et en 6e, je l'ai fait déjà. Donc, les élèves qui ont besoin, on fait une table un peu plus nombreux. Là, on est 6 ou 8. Hein. Donc, ce sont ceux avec lesquels je suis assise avec eux, en fait. Hein, et une table un peu plus grande. Et les autres sont en autonomie. Donc, bien sûr, j'ai un œil quand même sur le reste, mais je travaille avec ceux qui en ont besoin. Et la dernière petite chose que je voulais ajouter aussi par rapport à ce qui a été dit, je ne sais plus à quel moment, mais j'insiste aussi sur l'idée qu'il y a de l'entraide, il y a de la coopération, mais le progrès doit être individuel. Je dis votre objectif, c'est quand même que vous progressiez. Ce n'est pas que le groupe fasse un chef-d'œuvre. Hein, ce n'est pas du tout ça. Hein, c'est dans l'idée qu'on va coopérer, on va s'aider mutuellement pour que chacun puisse avancer. D'accord. Voilà. Merci. Alors, j'ai une question ici, il y en avait une là et une troisième. Une question pour Madame Valérie. Vous avez parlé tout à l'heure de tuteur institutionnel. Est-ce que vous pouvez revenir dessus et surtout nous expliquer selon quelles règles il va se déplacer entre les groupes? Et puis j'ai aussi une question du point de vue de l'allophonie. Est-ce qu'il existe, quel est l'état de la recherche en fait entre l'allophonie et justement la pédagogie simplifiée en cible? Je vous laisse. Je vais laisser sur la deuxième question, répondre. Ou même le tutorat, parce que moi je ne le pratique pas justement de façon officielle, hein, parce que le tuteur officiel c'est celui. Donc il y a une formation, je dirais que la formation je la fais avec mes élèves en collectif. Il faut quand même que les élèves comprennent qu'on n'aide pas n'importe comment. Enfin, il y a une façon qui est contre-productive d'aider quelqu'un, de lui donner la réponse, puis qu'on a le droit de faire d'abord son travail avant d'apporter l'aide à quelqu'un. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui doivent être mises en place. Mais le tuteur, au sens officiel, je ne le pratique pas en fait.
Donc, mais je crois que Madame Marie Troulef va... Et pour la deuxième question aussi. Alors moi, je ne suis pas spécialiste des allophones, hein, mais vous voyez bien que l'idée, en fait, en tout cas qui est portée par la recherche, c'est que plus le milieu de l'étude sera riche et mieux, en fait, donc riche et d'une certaine manière donc exigeant, et donc mieux, en fait, les élèves seront contraints quelque part dans cette collaboration. Ce qui veut dire que si on prend le point de vue si on se met à la place d'un élève allophone, effectivement, on va multiplier les interactions, mais ces interactions avec les élèves vont finalement le mettre dans un bain linguistique qui va être certainement plus riche que s'il est dans une position où il écoute et où il attend. Maintenant, ça ne dispense pas. Et je trouve que l'exemple, du coup, est intéressant parce que ça ne dispense pas de groupe de besoins. À certains moments, il va avoir effectivement besoin de structurer cette nouvelle langue dans laquelle il est dans un bain. Et on s'aperçoit aussi, au fur et à mesure, mais on l'entend aussi dans ce que dit Valérie, au fur et à mesure, il y a beaucoup de bienveillance finalement de la part des élèves, entre eux. C'est-à-dire que, bon, là on prend un peu les choses, mais parce que par exemple, il y avait un des mots, c'était « est-ce que c'est stigmatiser les élèves ?» Différencier, est-ce que c'est stigmatiser les élèves? Ben là, dans un fonctionnement comme celui-ci, dont on voit la photo, on peut introduire des spécificités. Certains parlaient d'enfants dyslexiques. Ben, le texte va être le même, mais il ne sera pas présenté tout à fait de la même manière. Pour un élève qui ne maîtrise pas la langue, peut-être qu'il y aura un travail qui aura été fait avant. Vous voyez que c'est aussi ces petits éléments, enfin c'est pas des petits, hein, pas dans le sens, ces éléments un peu, comment on va dire, des attentions plus individuelles pour certains, mais dans un milieu qui multiplie les interactions. Et c'est à ce moment-là, dans les interactions et dans la bienveillance que les élèves peuvent avoir entre eux, qu'on va pouvoir faire progresser les élèves. Donc vous voyez que l'idée, et ça c'était la question numéro 2 sur l'individualisation, vous voyez bien qu'on arrive au fait que la différenciation pédagogique, ça n'est pas de l'individualisation. Ça ne signifie pas que par moment, on va avoir des attentions particulières parce qu'il y a un élève dyslexique, parce qu'il y a un élève qui ne maîtrise pas le français. Mais il est dans un milieu qui est collectif. Et c'est ça l'école. L'école, elle n'est pas du préceptorat. Et puis vous voyez que ça met, Valérie a dit, c'est aussi quelque part un certain confort pour moi. C'est aussi un confort pour l'enseignant. Alors, pas tout à fait, pas tout de suite, pas au début, mais au fur et à mesure, en fait, des habitudes de travail qui se mettent en place, ça peut être aussi du confort pour l'enseignant, parce que, justement, il peut s'adresser à cet élève 10, il peut s'adresser également à cet élève, à cette ou ces élèves qui présentent des difficultés dans la langue. Et je pense que du coup, l'école, ça devient effectivement le lieu du collectif. Mais ensuite, il faut trouver des dispositions dans la classe qui soient pas trop complexes, qui soient usuelles, qu'on puisse activer à certains moments. Et par exemple, tout à l'heure, quelqu'un parlait de la table d'appui, et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on s'aperçoit que certains élèves présentent des difficultés au cours de l'apprentissage. On sait pertinemment que dans la classe, il y a certains élèves qui, dès qu'on donne une consigne, en fait, on les retrouve ailleurs. Eh bien, on a un espace qui peut être juste une table. Il n'y a même pas besoin forcément d'avoir des chaises autour. Et très rapidement, on cible les élèves dont on sait qu'ils risquent d'avoir des difficultés. Ils viennent, on renégocie certaines choses,
on peut leur faire expliciter ou réexpliciter la consigne. Qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu n'as pas compris, quels sont les mots difficiles, etc. Bon, vous avez bien compris ce qu'on attend? Oui, alors allez-y. Parce que sinon, dans une classe ordinaire, je sais qu'avec une disposition ordinaire, je vais passer mon temps à aller répéter à des élèves différents la consigne et je vais être accaparée par ça. Alors que cette table-là me permet, ça c'est des travaux d'Alexia Forget, eh bien, de rassembler de manière sporadique ou plus longue des élèves dont on sait qu'ils expriment un besoin à un moment donné. Et donc, la table d'appui est plus du côté du besoin des élèves. Est-ce que tu souhaitais intervenir sur l'individualisation, justement? Alors, en fait, avec Canopé, au moment du retour après le confinement, du retour du déconfinement, en fait, l'inquiétude des enseignants, c'était qu'il y ait une plus grande hétérogénéité dans les classes, et je crois que c'est le fait. Et comment est-ce qu'on va récupérer les gamins? Comment est-ce qu'on va pouvoir, sur en plus la dernière partie de l'année, pouvoir remettre en route des apprentissages? Et on a réfléchi avec des collègues sur qu'est-ce qu'on est en mesure de proposer finalement. Alors, on a fait cette diapositive. On pourrait, je pense, enlever confinement. On pourrait enlever le jouet contre la montre, mais en fait, le jouet contre la montre, c'est le travail du professeur. Qu'est-ce que c'est qu'un maître? C'est un chronomètre. C'est-à-dire qu'il joue contre le temps. Il joue vraiment contre la montre. Parce qu'il faut atteindre un certain nombre de compétences dans le socle, dans les programmes. Et donc... Et là, en fait, on était dans un moment de crise, mais parfois, les moments de crise, c'est aussi intéressant parce qu'il va falloir installer des priorités. Donc là, eh bien, sur l'année, il y a un certain nombre de compétences. Si je veux toutes les travailler avec les élèves, je n'ai pas le temps de terminer mon programme. Donc, qu'est-ce que c'est que le travail du professeur? C'est de créer des priorités dans les compétences. Ensuite, dans ces priorités, il va falloir qu'il cible des objets qui vont être beaucoup plus précis. Il va essayer de déterminer il veut que les élèves apprennent. Mais il va aussi être obligé d'aller jusqu'à des critères, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux qu'ils sachent en fait. Vous comprenez bien que l'apprentissage, il est beaucoup plus large que ce que je veux finalement que les élèves sachent. C'est-à-dire ce que je veux qu'ils sachent à minima. Qu'est-ce que le socle demande? D'accord? On va apprendre plus large, mais il y a un minimum, un seuil en fait, qui va représenter le seuil que tous les élèves doivent acquérir. C'est bien le socle. Alors du coup, on s'est dit, on ne peut pas concevoir le travail comme une individualisation. Donc est-ce qu'on ne peut pas quelque part modéliser, mais alors dans mon jargon, ça ne veut pas dire en faire un modèle. Je ne vous dis pas, il faut faire comme ça. Donc c'est une sorte de modélisation où, en fait, qu'est-ce que c'est que le travail du professeur? En début de séquence, on va donner une première situation initiale, une situation problème ou pas, une situation initiale. Vous voyez bien qu'avec l'hétérogénéité des élèves, il y en a qui savent faire. Ils font. Puis il y en a qui sont moyens. Donc on va leur donner des aides. On pourrait par exemple leur donner un résumé des concepts nécessaires pour résoudre la situation. Il y en a d'autres qui sont un petit peu dans les choux. Là, c'est des travaux d'André Tricot et qu'il a montré, les psychologues cognitivistes. On leur donne la situation et on leur donne la solution. Alors là, les enseignants disent, on leur donne la solution, mais il n'y a plus rien à faire. Si, ils doivent argumenter en fait comment est-ce qu'on a trouvé cette solution. Et ça a été prouvé en fait que c'est un vecteur de progrès. Alors bien sûr, au départ, on leur donne la solution, puis on peut leur donner la solution partielle, ou on peut adjoindre un tuteur. Donc vous voyez, dans la situation initiale, j'ai la même situation initiale, et je vais moduler en fait. Il va y avoir des aides, il va y avoir pas d'aides, il va y avoir des aides plus ou moins importantes, jusqu'à avoir la solution.
Et puis ensuite, eh bien, après la situation initiale que l'on donne généralement au démarrage d'une séquence, il va falloir adjoindre la situation initiale à des exercices d'application. Il ne suffit pas d'une situation initiale pour qu'il y ait apprentissage. De cette même manière, eh bien, finalement, je prépare, moi en tant que prof, je vais, professeur des écoles, professeur des collèges ou des lycées, je vais préparer plusieurs exercices. Des exercices qui vont ressembler très fort à l'exercice de la situation initiale, voire même le même. On va donner d'autres exercices qui vont être un tout petit peu, il va y avoir les mêmes données, mais légèrement différentes. D'autres qui seront uniquement sur la même structure, mais qui seront sur des données et des environnements différents. Donc vous voyez, vous préparez en fait, ça demande finalement au professeur de préparer dans la même compétence des exercices qui sont légèrement ou grandement différents. Et là, eh bien, on va pouvoir donner à certains le même exercice, mais à faire tout seul, par exemple, que le A. Ils peuvent toujours avoir la fiche d'aide. Pour les exercices suivants, qui sont un petit peu plus difficiles, ils auront peut-être l'exercice avec la solution. Et vous voyez, on fait le parcours, en fait, mais on fait le parcours pour tous les élèves. Mais on va spécifier ce parcours pour certains. Et puis ensuite, après les exercices d'application, il y a toujours les exercices d'entraînement qui vont mener, eux, vers l'évaluation. Et dans l'exercice d'entraînement, on va entraîner les élèves là où ils en sont. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des tâches qui vont être plus complexes et d'autres moins complexes. Mais l'idée, c'est qu'on va désétayer, c'est-à-dire qu'on va enlever tout doucement les aides pour que lors de l'évaluation, l'élève fasse l'évaluation sans aide. Et puis, ceux qui travaillent par exemple en lycée professionnel ou en SECPA, ils voient bien que on peut faire l'évaluation une première fois, puis une deuxième fois, mais je sais aussi que c'est Valérie le fait, puis une troisième fois, et ils auront la possibilité de se réentraîner entre-temps. Et ça réengage les élèves parce qu'ils savent, avec les critères, ce que l'on attend du point de vue de l'apprentissage, et on sait aussi qu'ils ont la possibilité de se réexercer jusqu'à produire une réponse adéquate. Merci. Alors Valérie, vous voulez peut-être nous parler de la façon dont ça se passe au niveau de l'évaluation dans votre classe, justement. J'ai rien de bien particulier, si ce n'est que j'essaye de dédramatiser tout simplement l'évaluation. Donc effectivement, une évaluation qui n'a pas bien marché, je leur permets de la corriger, de la reprendre, enfin, selon les travaux. Alors il y a aussi des travaux qu'ils font en autonomie, donc là c'est même eux qui choisissent le moment où ils se sentent prêts après un certain nombre, après un entraînement à passer l'évaluation. Donc je trouve qu'il faut, c'est pas une échéance, hein, c'est une étape. Donc et je pense qu'il ne faut pas non plus bloquer les apprentissages parce qu'un cap n'a pas été franchi, parce que parfois un élève ne progresse pas de façon linéaire, hein, il faut juste... mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein, il ne faut pas en faire effectivement quelque chose. Ce n'est pas le but ultime. Hein, ce qui est important, c'est qu'il continue à travailler et qu'il garde cette envie de progresser. Deux questions. Deux questions, oui. On prend les deux questions et puis on poursuivra après. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est pour rebondir sur ce que vous avez dit. En fait, c'est tout simplement, on va mettre en place des prérequis et dans notre progression annuelle et notre progression spiralaire, ça va se remettre en place, ça va revenir et ça va se réveiller. C'est tout. Oui. Moi, je l'aurais résumé comme ça. Oui. Merci. Je peux juste ajouter quelque chose. C'est qu'effectivement, avec cette façon, avec le fait que je les fais beaucoup travailler ensemble, dans une séance, mon temps de parole s'est réduit. Donc, j'interviens au début beaucoup, puis à la fin de nouveau. Et ça, c'est très bien. Mais de ce fait, il y a aussi beaucoup de notions que je vais reprendre dans l'année. Hein, comme je ne suis plus dans la leçon avec les exercices, mais je suis sur des temps parfois un peu plus courts, hein, mais on est beaucoup plus dans la répétition. Donc il y a des choses qu'on va voir maintenant et qu'on va revoir, qu'on va reprendre. Et je trouve que ça marche presque mieux qu'un temps d'entraînement long, hein, des petits, enfin ça je l'ai vu aussi, hein, je crois que la recherche le dit, que des temps d'apprentissage courts mais répétés
sont plus profitables aux enfants qu'une longue période sur un seul point d'apprentissage. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Une autre question? Oui, moi je suis intéressée par tout ce que vous dites, mais appliqué au maternel. Et notamment, il y a des choses qui m'interpellent quand vous dites par exemple que en fait, il faut changer un peu en termes de variation de groupe. Ça va complètement à l'encontre de l'organisation un peu traditionnelle en groupe de couleurs, par exemple, qu'on peut retrouver dans beaucoup de maternelles. Et il y a une autre chose aussi quand vous dites que la recherche dit que la préférence des élèves, c'est pas déterminant dans leur progression. Ça va aussi, pour moi, c'est par rapport à Montessori ou les ateliers autonomes, c'est aussi un peu étonnant parce que même si, voilà, les élèves vont quand même vers les plateaux qui les intéressent et dans cette pédagogie. Merci. Alors oui, effectivement, il y a des résultats de recherche qui sont quelque part contre-intuitifs. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'on a tous des habitudes. Et il en faut. Il faut certains didacticiens en maths, par exemple, comme Denis Butlen, il dit qu'il faut des routines. Parce que la routine, c'est quelque chose de positif. Maintenant, cette routine est toujours à réinterroger. C'est-à-dire que si effectivement on met en place toujours les mêmes groupes, il y a des risques. Parce qu'au départ, comme dit Valérie, au départ, on connaît un peu pas bien les élèves, on fait des groupes, et puis finalement il s'avère que ce groupe-là, il mériterait effectivement d'être repensé, du point de vue cognitif, mais aussi du point de vue plus affectif. Mais donc, voilà, l'idée, ça serait vraiment de transformer. Mais par exemple, les rituels à l'école maternelle avec les novices, à l'INSPE, on voit bien que les rituels, pour eux, c'est toujours la même chose. Ça veut dire, on compte, on dit qui est là, qui n'est pas là, on compte les présents, on fait le jour, la date, et puis la météo, par exemple. Mais on leur dit, 6 mois après, c'est encore ça? Ah oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui fait dire que c'est comme ça? De la même manière, à l'école maternelle, il y a un re-questionnement des ateliers qui sont finalement assez régulièrement du travail individuel, c'est-à-dire c'est la même tâche que les élèves effectuent individuellement. Donc là aussi, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire évoluer les choses. Donc ça transforme un petit peu, mais pas complètement non plus. Mais ça serait intéressant de réinterroger, c'est-à-dire que ça ne soit pas fait sur l'année. Que peut-être, comme dit Valérie, il y a des périodes qui seraient sans doute plus bénéfiques. Je crois que je ne réponds pas à une de vos questions. Oui, la deuxième, c'est juste... très bien, merci beaucoup. C'est par rapport aux préférences des élèves. Oui, aux préférences des élèves. Alors, le risque, en fait... on peut laisser du choix... Enfin, ça, c'est les travaux des Belges. On peut et on doit donner lieu aux préférences des élèves, mais sur des mêmes compétences. C'est-à-dire, voilà, on peut donner plusieurs exercices sur la même compétence, sur les mêmes enjeux d'apprentissage. Et là, c'est bénéfique pour les élèves, parce que ce choix leur donne une latitude et une ouverture. En revanche, le choix sur des activités simples, moyennes et complexes ne fait pas progresser les élèves. Parce que le risque, c'est que certains élèves vont retourner systématiquement soit à la même situation, soit au même niveau de situation. Et donc, en fait, c'est vraiment... il faut à certains moments contraindre finalement, ou alors, quand on est sur des jeux à règles, faire évoluer la règle du jeu, parce que jouer n'est pas suffisant, connaître les règles du jeu ne sont pas suffisants, il faut gagner au jeu. Et donc là, on passe de de la règle du jeu aux règles stratégiques, en fait. Et voilà, donc il faut trouver, mais ça c'est vous savez mieux le faire en tant que professionnel, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte qu'un certain nombre d'élèves passent à la stratégie et non pas uniquement à jouer, c'est-à-dire pousser le pion, quoi. Il y en a tout le monde sait jouer aux dames, il y en a qui jouent aux dames et il y en a qui gagnent jamais.
Donc parce qu'effectivement, il n'y a pas de stratégie derrière. Merci beaucoup. Alors, le temps tourne. On va peut-être aborder une dernière question. Le quand, c'est-à-dire quel est le temps de la différenciation? Quand est-ce qu'on différencie? Je vous laisse la parole, Marie, et puis je vous ai mis... je pense que Delphine fera le relais. Oui, après je laisserai la parole à Valérie, mais juste un point aussi qui a été documenté par la recherche, c'est que généralement quand on fait la classe et quand on intervient, voilà, on fait la séance. Et puis au cours de la séance, on va repérer des élèves qui présentent des difficultés. Et puis pour ces élèves qui présentent des difficultés, on va mettre en place un groupe d'aide après la séance, ce qu'on appelle la remédiation. Mais le risque en fait, c'est que les élèves qui présentent des difficultés relativement importantes, le risque, c'est qu'ils ne bénéficient pas souvent du temps de l'intervention, c'est-à-dire de la séance qui dure une quarantaine de minutes, parce qu'ils sont éloignés. Par exemple, je donne un texte à des élèves pour qu'ils répondent à des questions de compréhension. Je leur donne le texte et les questions, situation assez classique, au moment de l'intervention. Et puis là, il y a une hétérogénéité. Si je donne le texte et que je laisse le texte à lire individuellement, comprenez bien qu'un certain nombre d'élèves, soit ils vont passer leur temps à essayer de lire le texte, soit ils l'auront lu très rapidement, et ça va se passer très rapidement, et puis d'autres, eh bien, ils ne peuvent pas. Donc en fait, comme ils ne peuvent pas, certains ne feront pas. Certains vont mettre en place des règles qui sont des règles très individuelles, qui ne sont pas des règles attendues en fait. Vous savez, ces élèves qui vont, ils cherchent un mot dans la question, ils prennent le mot dans le texte, ils écrivent ce qu'il y a à droite. Puis on se dit, ah, c'est un peu bizarre comme leur façon d'écrire, mais enfin bon, grosso modo, il y a les informations, donc on met bon. Mais vous voyez que on va se retrouver avec des élèves qui ne sont pas en mesure de comprendre le texte. Donc ils ne participent pas pleinement à la compréhension de ce texte. Donc si je fais un groupe après, bien entendu que ce groupe après, je vais essayer de relever un certain nombre d'obstacles avec eux et de les faire progresser. Mais mon groupe après, il dure quelques minutes, ou peut-être une dizaine de minutes. Donc vous voyez bien qu'avec les élèves les plus en difficulté, sur 10 minutes, on n'arrivera pas à les faire participer comme ils auraient pu le faire sur 40 minutes. Donc pourquoi ne pas penser l'aide par anticipation quand c'est possible et leur donner le texte avant. Après, quelqu'un le leur lit, il y a des écouteurs, le professeur leur lit, ou c'est même donné la veille pour qu'ils puissent le lire à la maison. Enfin, il y a plein de solutions, mais au moment où je commence la classe, je sais que tous sont en mesure d'entrer dans la situation, de lire le texte, et donc on va pouvoir travailler la compréhension. Et ça, on agit finalement là non plus par remédiation, mais par anticipation, et c'est une sorte de compensation. Et là, vous voyez peut-être certains élèves, les visages apparaître, parce que les élèves en difficulté, et là en fait on est sur les stratégies des apprentissages. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Ah ben, donc, quel quartier. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre? C'est être capable de rendre disponible ce que l'on sait déjà pour l'insérer dans une situation nouvelle, mais pas complètement nouvelle, et me projeter pour me dire, je vais en faire ça. Donc, il faut un passé, un présent et un futur. Et vous voyez bien qu'il y a certains élèves qui errent dans un éternel présent. C'est-à-dire ces élèves que vous pensez que la veille, on a fait tout ça, le lendemain, vous dites non, mais pourtant il était là hier. C'est-à-dire qu'il ne rend pas disponible ce qui avait déjà été là, et il ne se projette pas dans les apprentissages. Donc les élèves qui présentent de grandes difficultés sont des élèves qui errent dans un éternel présent. Ils n'arrivent pas à se saisir de ce que l'on a déjà vu, et ils n'arrivent pas du coup à projeter sur à quoi ça sert, quoi. Alors, une question, je vous laisse parler peut-être fort. Alors c'est pas...
les élèves qui ont du mal à faire le passé, enfin la différenciation entre le passé, le présent et le futur, c'est surtout ils ont besoin de matérialiser beaucoup plus concrètement. Et c'est ce que j'ai pu remarquer quand on a fait des EPI avec des professeurs de français, c'est que dès qu'ils avaient un rapport avec une matière concrète, que c'était juste même tactile, ça se mettait en place tout ce qui était spatio-temporel en fait. Ça peut être effectivement le tactile, ça peut être des rappels de ce qui a déjà été fait, ça peut être des outils justement où ils vont pouvoir avoir des traces de ce qui est fait. Mais ça, Valérie en parlerait peut-être mieux que moi de toutes les traces ou comment est-ce qu'on fait rappeler aux élèves quoi, ce qu'on a déjà fait. Oui, mais C'est-à-dire en un mot. Très vite parce qu'on a... Très vite. Je suis en français, mais malheureusement, j'utilise beaucoup le schéma, les symboles. Je suis effectivement dans des choses très visuelles et dans les petits refrains. Enfin, je pense, oui. Ah oui, énormément, oui. Parfois, mon tableau, je me dis, mon Dieu, c'est le tableau d'un prof de français. Donc, il y a des figures géométriques, il y a des choses il y a des flèches, parce qu'il faut que ça... Il y a des élèves qui sont auditifs, visuels et des kinesthésiques aussi. Oui. Les kinesthésiques, c'est ceux qui, en général, ont plus de problèmes spatio-temporels. Oui, mais je pense surtout, il faut... Alors, je vais juste dire un truc là-dessus. Attention là. Parce que moi aussi, j'ai été enseignante pendant un certain temps dans mon début de carrière. Et là, je suis un peu tombée de ma chaise lors de la conférence de consensus. C'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir aussi, même pour un chercheur comme moi, un observatoire, effectivement, de tous les travaux qui ont été faits. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est cerveau droit, cerveau gauche, les intelligences multiples et kinesthésique, visuel, enfin les travaux qu'on attribue à Antoine de la Garandrie. Aujourd'hui, ce sont tous ces éléments n'ont pas été prouvés par la recherche. Donc aujourd'hui, ils sont associés à des neuromythes. Alors maintenant, on met pas tout avec, on va pas tout mettre à la poubelle, d'accord? Aujourd'hui, ce que dit la recherche, c'est les travaux à Louvain-la-Neuve, par exemple, ce laboratoire de Benoît Galland. Ils ont montré qu'il y avait... Alors, eux, en fait, ils travaillent avec des grandes cohortes, avec et ils ont évalué, en fait, les manières d'apprendre donc par les canaux sensoriels. Ils ont trouvé qu'il y avait à peu près 70 profils différents d'apprenants. Donc, autant dire que si on a 70 profils d'apprenants différents, eh bien, on ne va pas pouvoir partir de l'individu. En revanche, ce qui a été montré, c'est que pour qu'un apprentissage soit incorporé, et j'utilise vraiment ce mot-là, eh bien, il faut utiliser les divers canaux, c'est-à-dire le dire, le lire, l'écrire. Et ça, par exemple, des travaux... comme Alain Margot, qui est un collègue de Créteil, des travaux comme Seb, Gouagou, montrent, en fait, ils y arrivent, enfin, voilà, ils disent bien que ces éléments-là sont importants pour tout le monde. Et que parfois, effectivement, on va bien aimer écouter, mais dans une autre situation, finalement, j'ai besoin de prendre des notes. Dans une autre situation, je vais avoir besoin de bouger. Etc. C'est bien par rapport à la situation qu'on va activer des canaux différents. Donc, voilà, vous voyez, d'être attentif par rapport à ces éléments-là, parce qu'aujourd'hui, bien, les recherches ont progressé. Alors moi, je suis tombée de ma chaise parce que j'ai été formée dans les années 80 et j'ai eu énormément d'animations, de formations, justement là-dessus. Et même quelqu'un comme Gardner sur les intelligences multiples, il a admis que, en fait, il partait d'intuition et non pas de résultats, en fait, de recherche expérimentale, quoi. Voilà. Merci. Encore une question, oui. Par rapport à ce que dit madame, alors dans ces 70 profils, est-ce qu'il y a des profils qui sont plus spécifiquement mobilisés sur la résolution de problèmes mathématiques ou plus spécifiquement sur... ou est-ce que c'est de manière générale, c'est du point de vue de l'élève ou du point de vue de la compétence? C'est du point de vue de la personne. En fait, on va activer...
C'est-à-dire que voilà, quand il dit 70, vous voyez que c'est en fait selon les personnes les personnes vont activer des choses assez diverses dans des situations comparables et vont avoir une grande variété de fonctionnement intra dans des situations variées. Oui, mais par exemple, est-ce que dans le domaine de la création plastique, on va utiliser plus facilement un certain nombre de ces 70 Non, non. Non, c'est aléatoire. Oui. Nous, on va parler parfois aussi d'intelligence émotionnelle, en tout cas dans les arts plastiques. Donc, ils sont plus attentifs quand ils travaillent sur la matérialisation d'une image. On va faire de la musique, par exemple, et ils doivent matérialiser un orage, une tempête, une émotion. On va parler justement de voir qui c'est qui a le plus de facilité à exprimer ou justement à garder ton son. En tous les cas, voilà, moi c'est ce que je vous rapporte, c'est effectivement ça n'a pas été prouvé. Mais ça montre bien, enfin ça dit bien que l'humain, c'est une matière composite et que on peut très bien interpréter les choses différemment. Mais je pense que ça évolue. Oui. On peut être visuel au début et puis après développer un autre profil. Puis selon là où on est, la situation d'apprentissage, ça va. Et ce qu'on doit retenir, c'est que c'est l'enseignant qui doit faire varier. Oui, voilà. Oui. Et on arrive toujours au même. Voilà. On arrive toujours au même mot. On arrive au principe de variation. Ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup. Alors, il est déjà 19h. Si on veut se laisser un petit peu de temps pour un échange informel, on va conclure notre propos. Il faut que tu appelles Jean-François. Oui, alors je vais juste laisser la parole à Valérie et ensuite j'appellerai Jean-François. Valérie Vannac, donc, qu'est-ce que finalement ce projet auquel vous avez participé pendant plus de 2 ans vous a apporté en termes de développement professionnel? Alors, j'aimerais juste dire merci en fait. Ce sera un peu le mot de la fin aussi. Merci Canopée, merci au CNESCO, merci à Marie. Donc je trouve que... Et merci à toi. Oui, non mais je trouve que c'est très important parce que si vous êtes là, c'est que vous avez, comme moi, vous êtes en recherche et vous mettez le nez parfois dans des ouvrages de pédagogie et puis vous allez à des stages. Mais participer à un projet comme ça sur le long cours, ça, c'est quelque chose qui vous transforme en fait. Hein. Et je pense qu'on manque vraiment de nourriture. Enfin, on nous considère un peu trop comme des techniciens devant nos classes et puis on nous donne des méthodes. Et on n'utilise pas assez notre cerveau pour justement prendre un peu de recul de temps en temps, se poser. Et ça, c'est l'écriture qui est vraiment quelque chose qui m'a permis de... Parce qu'écrire sur sa pratique, c'est faire un modèle réduit en fait, c'est avoir devant soi ce qu'on a fait et puis prendre du recul, voir ce qui va, ce qui n'allait pas, ce qu'on peut changer, et on avance et on évolue beaucoup plus vite. Parce que moi, je suis quelqu'un de lent, je suis très laborieuse, donc je mets du temps à changer, et pourtant j'ai envie. Et là, d'avoir participé à un projet, d'avoir pu travailler, alors j'ai beaucoup travaillé avec des enseignants du premier degré, et franchement, pour moi, ça a été quelque chose de vraiment, vraiment très agréable. Nous, dans le second degré, on est un petit peu cloisonnés quand même, hein, même si effectivement on s'ouvre les uns aux autres et on fait des projets ensemble. Mais l'ouverture d'esprit, et puis souvent aussi, je trouve qu'ils sont un petit peu en avance aussi dans les pratiques. Hein. Donc ça m'a énormément apporté. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, je le souhaite à tout le monde, hein, un jour de pouvoir participer à un beau projet comme juste ça. Après un tout Bien petit sûr. peu. Parce que Jean-François Chenet qui est là, il en dira peut-être plus que moi, mais dans les recommandations, il y a des recommandations à l'adresse de chaque enseignant, et Jean-François, tu peux venir peut-être. Il y a des recommandations qui sont sur les pratiques pédagogiques des enseignants, didactico-pédagogiques, hein, mais il y a aussi tout un versant en fait sur le travail coopératif entre enseignants et le travail aussi nécessaire au niveau d'une institution, c'est-à-dire d'un établissement. Parce que les pratiques, elles gagneront en cohérence. Et ça, c'est un deuxième mot. Il y a la variation dans la différenciation pédagogique, mais il y a aussi la cohérence. Et que les pratiques gagneront en cohérence lorsque il va y avoir un travail d'équipe, mais un travail d'équipe qui sera aussi possible parce qu'au niveau du chef d'établissement, par exemple, eh bien, on va mettre en barrette des horaires,
on va réorganiser peut-être des temps d'aide personnalisés pour les mettre en place différemment. Enfin, vous voyez que parfois, en tous les cas, ça demande aussi de secouer un peu les habitudes pour essayer de se mettre à plusieurs. Parce que de toute façon, la résolution, parce que je vous disais que c'est bien la gestion de différencier, c'est pour faire progresser l'ensemble des élèves. Et donc, l'enseignant ne peut pas le porter tout seul. C'est bien aussi une coopération entre adultes dans une institution qui peut laisser un accès à cette variété et à cette variabilité qui va être importante. Donc il y a toute une partie des recommandations aussi qui se décline sur le travail en équipe, qui est aussi documenté par la recherche, et le travail du point de vue des institutions en fait. Merci beaucoup. Alors, je pense que pour conclure notre propos, d'abord, je vais demander à Jean-François Chenet s'il peut s'approcher, même en passant devant la caméra. Et puis, Delphine, je pense que vous pouvez nous dire un petit peu quelle va être la suite finalement de ce projet. Et puis, Jean-François, oui, installez-vous. Vous prendrez la suite de Delphine pour nous parler peut-être de la prochaine en fait conférence à venir. Hein. Et puis, si vous avez des questions, ce sera peut-être après, parce qu'il va falloir qu'on libère aussi Valérie, juste sur la suite du projet, puisqu'on est très, très heureux de pouvoir présenter aujourd'hui l'ouvrage. Je veux dire, peut-être c'est fini, mais non, ce n'est pas fini. Puisqu'on continue, bien sûr, à travailler avec cette équipe qui s'est constituée, hein, cette communauté éducative qui s'est constituée, dont je vous parlais tout à l'heure. Marie Toulek a eu la gentillesse de bien vouloir accompagner les enseignants et Canopé pendant le confinement avec un webinaire qui a été enregistré et plusieurs sessions d'échange avec des enseignants en ligne. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur notre site Canotech. Depuis, nous essaimons avec plusieurs actions de formation dans les académies, hein, puisqu'on a inscrit des actions dans les PAF des 3 académies, et puis que les enseignants, et je regarde Valérie, les enseignants qui étaient engagés dans notre projet maintenant sont devenus formateurs et transmettent, non plus parce qu'ils ont écrit, mais transmettre dans un geste de formation. Et puis, dernière chose, pour prolonger ce projet sur la différenciation, il va y avoir une série de magistères donc consacrés à la différenciation qui vont être réalisés par Canopé avec Marie à nouveau. Voilà. Et donc pour terminer, je vais passer la parole à Jean-François Chenet. Bonsoir, merci de m'avoir convié à cette soirée. Je vais être très bref. On ne t'a pas présenté. Hein. On ne m'a pas présenté. Donc je suis Jean-François Chenet et je co-dirige avec Nathalie Mons le CNESCO, qui est actuellement hébergé par le CNAM. Vous aviez une ancienne version du CNESCO qui s'appelait le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Le CNESCO, ce CNESCO-là s'est transformé et est désormais un centre toujours national d'études des systèmes scolaires. On s'est internationalisé tout en étant hébergé au sein d'un laboratoire de recherche du CNAM. Ça ne change pas fondamentalement les missions du CNESCO, et l'exemple de la conférence de consensus est typiquement une de ces missions, c'est-à-dire de lier la recherche et les pratiques enseignantes et les questions des praticiens. Et donc nous espérons, et en tout cas nous faisons tout pour que ces missions-là continuent à exister. Je reviendrai, si j'ai 3 minutes, sur le programme du CNESCO à l'heure actuelle, enfin tel qu'il est prévu à l'heure actuelle. Vous pouvez de toute façon consulter toutes les publications et toutes les ressources auxquelles certainement vous avez fait allusion sur ce site du CNESCO, c'est nsco.fr. Enfin, c'est vraiment très facile, toutes ces ressources sont accessibles. Ouais, je l'ai dit, ouais. Moi, je voudrais simplement remercier très rapidement. Alors, c'est une grande aventure, une conférence de consensus. C'est pas forcément le bon terme, on s'en aperçoit quand on essaye d'échanger avec des partenaires internationaux. Conférence, ça restera à un seul moment. Donc, c'est en fait un processus beaucoup plus long qui a un avant, un pendant, un après. Sur l'après, je veux évidemment adresser vraiment des remerciements sincères à toute l'équipe de Canopé Grand Est, Brigitte, Delphine, Isabelle, qui ont mené justement ce projet du début, c'est-à-dire être capable de se saisir de recommandations qui avaient été produites par un jury magnifiquement dirigé par Marie Toulek-Terry. Mais c'est une aventure. Je vais essayer d'en dire 2 mots sur le process de ces conférences.
En tout cas, merci beaucoup. Je crois que vous avez été bien aidés, mais c'est aussi le travail que vous avez accompli par les services d'éducation nationale, académique et départementaux. Merci évidemment à tous les médiateurs de Canopée, parce que ça, je pense que c'est un travail qui a été tout à fait intéressant et remarquable, et puis évidemment les enseignants qui sont engagés dans ce projet-là. Il y a plusieurs choses qui étaient intéressantes. Je dis que les conférences de consensus sont des processus, en fait. Et pourquoi des processus? Parce que l'avant, ça consiste à produire de la recherche, à produire des résultats, à produire des rapports scientifiques. Et l'idée qu'on a eue depuis quelques années, c'est de dire si la production de rapports scientifiques ne suffit pas à faire évoluer quelque chose, que ce soit des pratiques, des politiques, etc. Et donc il faut associer à la fois les productions scientifiques à une confrontation avec des représentations, des actions, de l'expérience du terrain. Et c'est exactement le format qu'on essaye de développer au CNESCO, c'est-à-dire d'abord l'avant est composé à la fois d'ailleurs de production scientifique et d'interaction avec les gens qui travaillent pour faire émerger des questions vives qui vont servir à soutenir, à définir quasiment le périmètre d'une conférence proprement dit. Le pendant, c'est la conférence elle-même. Dans l'avant, il y a aussi, par exemple, le travail de préparation du jury, le travail d'intégration des ressources scientifiques d'un jury, qui est un énorme travail, imaginez-vous, du jour au lendemain, projeté dans une publication de plusieurs rapports scientifiques, avoir absorbé une langue, je dis une langue, parce qu'au-delà des concepts, il y a aussi une langue qu'il faut être capable d'ingérer. On sait que c'est quelque chose qui est assez difficile, même si l'effort du CNESCO, c'est de rendre accessibles justement ces rapports scientifiques. Il y a donc ces conférences elles-mêmes qui correspondent à des interventions d'experts. On en a mentionné quelques-unes qui étaient Alexia Forget, Céline Boux et puis Dominique Bucheton, donc qui viennent répondre à une question précise. Et ensuite, il y a un après. Sauf que l'après, le CNESCO est peu capable, en tout cas jusqu'à maintenant, avant qu'il ne soit intégré dans le CNAM, l'après, il n'appartient plus au CNESCO. C'est la capacité, d'une part, du jury, alors le CNESCO est encore un peu là, mais en tout cas, un jury d'acteurs de terrain comme vous, enfin assez composite, mais en tout cas composé d'acteurs de terrain, suit cette conférence, suit les interventions des experts, lit les rapports scientifiques et produit les recommandations. Une fois que les recommandations sont produites par le jury en toute indépendance, ou en tout cas en toute indépendance. Oui, complètement, tout à fait. Évidemment, le CNESCO valorise ces recommandations et les porte. Mais ensuite, quand je dis qu'elles ne lui appartiennent plus, c'est qu'elles sont là, elles sont à la portée des décideurs, c'est-à-dire les décideurs politiques peuvent les prendre et puis mettre en place, par exemple, des réformes éducatives, mais ça peut aussi passer, comme le disait Marie tout à l'heure, à des prises en main, soit par les acteurs directement, soit par des unités de formation, soit par des services académiques ou départementaux. Là, il se trouve que Canopée, merci Brigitte encore une fois, merci Delphine, merci Isabelle, je ne sais pas comment ça s'est fait au départ, merci des enseignants qui se sont saisis des recommandations, vous vous êtes dit, on va les prendre, ces recommandations, et on va essayer de voir comment on peut ensemble, parce qu'il y avait l'idée d'ensemble, à mon avis, dans ce projet, je suppose que vous en avez parlé, il y avait plusieurs dimensions qui étaient très intéressantes. On m'a demandé de dire un tout petit mot. Le CNESCO prépare actuellement une conférence de comparaison internationale, c'est pas de consensus, sur la formation des enseignants. C'est une formation continue. Pas initiale, on s'est dit que c'était pas du tout le bon moment pour le faire, mais formation continue, c'est un sujet qui a serpent de mer, et on s'est dit qu'il était intéressant de voir ce que les autres faisaient, les autres pays pouvaient faire dans ce domaine-là, et essayer d'investiguer un certain nombre de dimensions qui sont spécifiques à la formation continue. Par exemple, les dimensions d'incitation, les dimensions de lien avec la carrière, les dimensions de temporalité, etc. Dans le projet qui a été monté par Canopée, je l'ai déjà dit lors d'une réunion, il y avait beaucoup de choses intéressantes sur la temporalité, c'est-à-dire un temps long nécessaire aux allers-retours pratiques, l'accompagnement par la recherche, donc merci Marie d'avoir fait ça, ce travail-là énorme. Mais puis merci aussi aux chercheuses qui sont venues intervenir de façon ponctuelle. Je sais que tu l'as fait de façon beaucoup plus continue et beaucoup plus investie. Il y a ça, et qu'est-ce que je voulais dire à propos du lien avec la recherche? C'était centré sur les problèmes d'enseignement. C'était vraiment des choses qui sont hyper concrètes sur lesquelles vous avez travaillé. Donc ça, c'est très important aussi. Et donc il y avait des caractéristiques qui faisaient que, j'allais dire, on en parle maintenant, j'en parle maintenant parce que c'est un sujet qu'on est en train de travailler, qui caractérise des formations efficaces, en vérité. Donc ça, je suis extrêmement ravi qu'on ait pu aller sur on appelle ça la 5e étape de nos processus de conférence, c'est-à-dire qu'un groupe se soit saisi, ou qu'une instance se soit saisie de recommandations et réussi à les faire vivre. Donc merci beaucoup au nom du CNESCO.
c'est la première fois que ça se passe dans le domaine, j'allais dire, de l'éducation, de l'enseignement spécifiquement. On va travailler sur la mixité scolaire avec un autre groupe, mais c'est toujours très difficile, il faut qu'il y ait une instance qui s'en saisisse, et là vous l'avez magnifiquement fait, jusqu'à une production, donc bravo. Donc sur les... Merci à vous. Merci à vous également. Simplement, Valérie Vanache va devoir nous quitter pour une question de train, tout simplement. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup, oui. Merci. Voilà, donc Merci. on a un quart d'heure pour échanger de façon informelle. Si vous avez encore des questions à poser à Jean-François Chenet, à Marie Toulette et à Delphine Mangeau.